Eh bien bonjour, très heureux de vous retrouver pour cet atelier de cet après-midi. Un atelier qui a destination des petits, mais également des grands. Et les grands aideront les petits aussi à cet atelier. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout simplement parce que vous voyez devant moi, j'ai un petit peu de matériel. Le thème de cet après-midi, le tatakizome. Alors ce nom barbare, ça renferme quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'impression végétale des plantes directes sur tissu. Alors d'où vient ce tatakizome? Eh bien, ça vient du Japon et ça découle, si vous voulez, des estampes japonaises. Alors, c'est un peu plus loin que les estampes japonaises, mais c'est dans le même esprit que l'estampe japonaise. Et l'impression végétale sur tissu se fera directement avec des plantes. Alors, vous avez besoin de quelques matériels. La première chose, bien évidemment, c'est un tissu. Alors, petite particularité pour le tatakizome, il faut du tissu qui soit assez résistant à la frappe du marteau. Je m'explique. Par exemple, les t-shirts premier prix en coton qui ne coûtent pas cher, par expérience, on l'avait fait avec des enfants, ça ne marche pas. Tout simplement parce que les fibres des t-shirts coton premier prix ne sont pas assez résistantes à la frappe, tout simplement. Donc vous allez faire carrément des trous dans votre t-shirt. Donc vous voyez, petite précaution. Ce qui marche bien, c'est les cotons épais. Alors soit des tissus coton épais qu'on peut trouver par exemple dans les magasins comme Mondial Tissu, des choses comme ça. Ou alors, encore mieux, des vieux draps de grand-mère qui sont des cotons très résistants et qui ont été lavés plusieurs fois. C'est aussi quelque chose d'important pour que les impressions végétales s'impriment bien dans les tissus. Il faut que le tissu ne soit pas neuf, il faut qu'il soit lavé une fois. Donc si vous achetez du tissu neuf pour faire cet atelier, ayez la précaution de le passer à la machine à laver avant, un petit coup de fer à repasser bien évidemment et vous avez du tissu. Ce tissu, pour que ça soit joli aussi, vous pouvez aussi, vous voyez comme sur ce modèle à moi, de faire le tour, de le coudre, tout simplement un petit tour de surjeteuse pour faire le tour bien propre, bien net, que les fils des fibres ne partent pas et que ça fasse joli, tout simplement. Voilà, donc ça c'est la première chose que vous avez besoin. La deuxième chose qui est en dessous de mon tissu, c'est une plaque. Alors moi j'ai pris une plaque de mélaminé. Alors ça peut être une chute de plan de travail par exemple, ça peut être une planche qui vous reste, mais de mélaminé. Pourquoi? Parce que le mélaminé est très résistant au choc. Donc si vous prenez une planche de bois, vous allez faire des marques dans le bois et à la fin de l'atelier, vous risquez de marquer votre tissu si vous repassez dans les mêmes trous par rapport à la plaque de bois. Donc le mélaminé, ça va très très bien, c'est très résistant au choc, il n'y a pas de souci. Alors le souci de cet atelier, c'est quand même le bruit. Vous voyez qu'on va frapper avec le marteau le tissu sur une surface dure, donc ça risque de résonner. Alors petite précaution peut-être pour les enfants, déjà il faut faire attention à ses doigts. Donc le marteau, il n'y a pas besoin d'avoir un marteau très très lourd, un marteau moyen, ça ira très très bien. Et puis, pour se prémunir du bruit, moi je conseille quand même pour les enfants et même pour les grands, de toute façon, de vous munir de bouchons d'oreille pour réduire un petit peu le bruit. Alors, vous allez voir rapidement que ça ne fait pas un bruit infernal, tout simplement parce que la frappe doit être modérée. Il ne s'agit pas de donner des coups extrêmement forts avec le marteau. Vous allez voir que si vous tapez trop fort, vous allez détruire complètement la fleur qui va être réduite à l'état de bouillie et là, ça sera plus possible, vous ne retirerez rien et le résultat sera un peu décevant. Donc voilà, quelques petites précautions, tout simplement. Voilà, alors moi en plus, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis ma plaque sur une chute de polystyrène, tout simplement pour amortir un petit peu le bruit et protéger ma table. Voilà, donc c'est aussi une petite précaution. Ce n'est pas forcément obligatoire, mais vous pouvez le faire, comme ça vous êtes dans les meilleures conditions. Alors ça c'est la première partie du matériel pour cet atelier. La deuxième partie, qui est le cœur de l'atelier, ce sont les fleurs, les plantes et les feuilles. Donc vous voyez à côté de moi, j'ai fait un petit échantillon de ce qu'on peut avoir en cette saison. Alors il ne s'agit pas d'acheter des fleurs
pour faire ça, il s'agit de faire une petite promenade avec vos enfants ou vous-même dans votre jardin, un peu dans la nature également, à la recherche de fleurs. Alors, les fleurs qui vont bien, ce sont toutes les fleurs colorées avec des forts pigments. Vous voyez par exemple, ici, j'ai des pensées. Voilà, des pensées extrêmement violettes, très foncées. Donc là, les pigments seront bien sur le tissu, il n'y a pas de souci. Voilà, alors une autre plante, par exemple, ici, j'ai un oxalis. Un oxalis, ce sont bien souvent des plantes de la famille du trèfle. C'est bien souvent des plantes d'appartement, l'oxalis. Mais vous voyez, cet oxalis, il y a plein de formes possibles, hein, bien sûr, mais surtout ce que je retiens, c'est la couleur extrêmement foncée de l'oxalis. Ça va bien marcher aussi, l'oxalis. Alors une autre plante qui est assez commune en Lorraine en ce moment, c'est le pissenlit. Le pissenlit, alors vous verrez, c'est étrange, ça fait une petite forme qui est assez rigolote, mais ça contient des pigments jaunes, donc on va pouvoir effectivement transférer ce pigment jaune sur le tissu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'assez simple aussi dans les plans d'appartement? Et puis après, en pleine terre, vous avez les impatiences. Alors ça, c'est une impatience d'appartement. Et ça peut être par exemple l'impatience de Nouvelle-Guinée, hein, qu'on voit souvent chez les fleuristes ou dans les magasins de les jardineries. Donc c'est très intéressant également parce que vous avez des couleurs pâles. Bien souvent, on a des couleurs très très foncées ou très très claires. Et moi, je vous conseille aussi de choisir des fleurs qui font l'entre-deux et qui apporteront un peu de douceur à votre œuvre, tout simplement. Et puis aussi des choses étranges pour l'atelier, hein, pas en tant que plante, mais par exemple, là, j'ai cueilli une feuille de consoude. Alors la consoude, c'est une plante de Lorraine qui est en train de repousser maintenant. Donc ça va faire une couleur étrange, on le verra tout à l'heure, qui n'est ni verte ni noire. Donc des couleurs assez improbables quand on écrase de la chlorophylle. Alors vous voyez, mon échantillon est prêt. La petite précaution, si vous voulez, c'est que la cueillette, elle doit se faire très peu de temps avant l'atelier. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec des fleurs fraîches. Et si j'avais cueilli mes fleurs hier et que ce matin ou cet après-midi je fasse cet atelier, eh bien, je ne les ai pas mis dans l'eau. Et pour le coup, il y a beaucoup de fleurs qui vont complètement faner et surtout, elles vont se déshydrater. Le conseil que je peux vous donner pour un atelier de Tatakizomé bien réussi, c'est de choisir des plantes qui sont les plus jeunes possibles au niveau maturité de la fleur ou de la feuille. Je cueille des feuilles les plus jeunes. Dans les fleurs, j'essaye de prendre des fleurs en début de floraison. Toutes les fleurs qui sont en fin de floraison, on pourrait se dire, bah, tiens, je vais les valoriser en utilisant ça à l'atelier de Tatakizomé. Mais pour le coup, vous allez vite vous rendre compte qu'il manque de la sève, il manque de la vitalité dans la fleur. Et c'est toute cette vitalité qu'on a besoin pour une bonne impression. Alors, une fois que vous avez choisi toutes ces plantes, eh bien, vous allez pouvoir commencer. Alors là, c'est peut-être quelque chose qu'il faut réfléchir avant d'imprimer, la disposition de vos fleurs. On va essayer de faire quelque chose de joli, comme une représentation végétale de la nature. Donc ça pourrait être un herbier coloré, ça peut être ça. Alors après, vous allez bien évidemment faire des essais. Soyez indulgents avec vous-même ou avec les enfants. Si les premiers coups ne sont pas forcément les meilleurs, ne désespérez pas. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein, l'adage dit bien ça, donc persévérez et puis continuez. Alors, ce qui est important à prendre en compte dans l'atelier de Tatakizomé, c'est aussi la saisonnalité des fleurs. Vous voyez, là j'ai pris des fleurs de printemps qui sont bien gorgées de colorants, de pigments et de chlorophylle, mais cet atelier, vous allez pouvoir aussi le faire par exemple au mois de mai ou au mois de juin, quand il y a beaucoup de fleurs, par exemple, dans la nature, hein, la nature est assez généreuse. Ce qui marche bien aussi dans les fleurs de la nature, ce sont les boutons d'or,
ce sont les campanules, ce sont les coquelicots. En ce moment, ces fleurs ne sont pas fleuries, elles ne sont même pas sorties quasiment de terre, hein. Ils gèlent encore les matins. Donc, travailler avec les saisons, utiliser des fleurs de la nature, avec la petite précaution de ne pas détruire la nature. On ne cueille que ce qu'on a besoin. Si on a besoin de 5 coquelicots, on ne va pas ramasser 10 coquelicots, parce que les coquelicots, ils vont mourir très rapidement. Donc voilà. Par contre, en automne, ça va être un peu compliqué de faire du tatakizomé, puisque les plantes vont redescendre en sève et en pigments. Et là, ça va être compliqué de faire de l'impression végétale. Voilà, donc on est prêt pour faire cet atelier. Donc, on va se rapprocher et puis on va commencer à positionner une fleur. Alors, si vous voulez, moi je vais commencer par une pensée. Je vais prendre une pensée. Par exemple, celle-ci, elle me paraît bien. Elle est assez sympathique, hein. Alors, petit conseil dans le tatakizomé, on retire toutes les tiges des fleurs. Tout simplement pourquoi? Parce que ça risque de faire une surimpression végétale dans votre impression. Donc, je le retire, je la pince. Et la question là se pose, là maintenant, dans quel sens je mets mes fleurs? Une question. Oui. Cette impression résistera-t-elle au lavage? On en reparlera tout à l'heure. Je vous donnerai tous les conseils d'entretien et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça résiste au lavage. Il y a une petite manipulation, donc je donnerai ça tout à l'heure. Alors, on va travailler les fleurs toujours dans le même sens. Bien évidemment, les couleurs les plus importantes, on va les mettre face au tissu. Donc je retourne toutes mes fleurs dans le même sens. Pourquoi? Parce que l'impression végétale va s'imprimer toujours dans le même sens. Attention, si vous changez, vous ne faites pas attention au sens des fleurs, ce n'est pas sur le tissu là que vous aurez l'impression végétale, mais c'est sur ce que j'appelle le support de frappe, c'est le deuxième tissu. Donc, pour vous montrer comment on commence, moi j'ai centralisé une fleur de pensée et je remets mon tissu. Donc vous avez besoin d'un deuxième tissu que vous ne réutiliserez tout le temps, mais qui ne sera pas joli si vous voulez, parce qu'on ne fait qu'une face. Donc je pose mon tissu sur la pensée. Après, il faut sentir avec les doigts là où elle est. On se saisit du marteau et on va taper. Donc, quand on fait la frappe, l'important c'est de frapper bien à plat. Il ne faut pas incliner le marteau comme ça ou comme ça ou comme ça, parce que là vous avez des angles qui vont marquer le tissu et ça ne va pas être joli. Donc je frappe de façon modérée. Et on va voir apparaître sur le tissu porteur déjà la forme de la fleur. Donc ça vous permet de visualiser là où est la plante. Vous voyez, je n'ai pas tapé fortement. C'est vraiment le conseil que je peux donner. Ce n'est pas parce qu'on frappe fort qu'on a un meilleur résultat. Là, je vais enlever cette feuille de frappe. Et là, j'ai la pensée qui s'est imprimée. Donc, tout doucement, je vais retirer en roulant. Et là, vous voyez, on a l'impression végétale de la pensée qui s'est faite. Alors, vous voyez que les pensées sont les plantes les plus adaptées, ce sont les fleurs les plus adaptées à l'impression végétale. Là, je peux vous assurer que c'est presque une photographie de la pensée. C'est assez joli, on retrouve toutes les couleurs de la pensée. Alors vous voyez ici, il y a un petit détail qui peut vous apparaître bénin. C'est un endroit où je n'ai pas assez tapé. Vous voyez, le pétale n'a pas imprimé la couleur. Donc, à partir de là, vous ne pouvez pas effectivement retaper. Une fois que c'est imprimé, voilà. C'est des petits défauts, c'est du travail manuel. Et à partir de là, c'est des œuvres qui comportent peut-être des petites choses comme ça. Alors après, si vous voulez, vous pouvez travailler de façon graphique. Par exemple, je vais prendre mon oxalis que je vais détacher et que je vais retourner. Vous voyez, la face
supérieure de la feuille, c'est celle dont j'ai besoin. Donc après, vous avez tout le loisir de construire votre tableau végétal, hein. C'est-à-dire que vous pouvez soit les faire de façon tout à fait simple ou de travailler de façon un peu graphique. Voilà. Là, j'ai placé 2 feuilles. Donc moi, je vous conseille de travailler par étapes. C'est-à-dire que vous frappez une plante, vous enlevez, vous vérifiez. Je pourrais, par exemple, remplir mon tissu de feuilles et de fleurs, mais je serais très embêté parce que je ne saurais pas où frapper, tout simplement. Donc, de la méthode et de la simplicité. Voilà. Donc là, on voit presque par transparence mon triangle d'oxalis. Donc je sais à peu près où frapper. Donc vous voyez que plus on travaille avec des pigments foncés, plus ça se voit de façon importante. Et plus les feuilles ou les fleurs sont fragiles, plus le coup de marteau doit être modéré. Voilà. Alors vous voyez, regardez, ici j'ai l'impression végétale de mes 2 feuilles. Alors, ce qui est très original aussi, c'est que sur votre tissu de frappe, vous avez une impression négative. C'est-à-dire que si vous continuez comme ça, vous pouvez avoir un positif et un négatif avec 2 tissus, tout simplement. Donc ça c'est intéressant parce que vous faites 2 en 1, c'est-à-dire que vous allez avoir 2 créations. Alors ça ne marchera pas forcément pour toutes les plantes d'avoir un beau positif et un beau négatif, hein, vous voyez, c'est pas sûr que ça marche pour toutes les plantes, mais vous pouvez essayer, tout simplement. Oui. Oui, alors ne vous inquiétez pas, la vidéo elle est valable, elle reste en ligne pendant 30 jours sur notre compte Facebook. Donc si vous avez loupé une étape, si vous n'avez pas eu le temps de regarder ou de regarder jusqu'au bout cet après-midi avec nous, pas de souci, vous inquiétez pas, pendant 30 jours, elle est disponible. Donc voilà, vous pourrez la revoir tranquillement pour refaire l'atelier. Alors on continue à construire notre petite présentation florale. Alors là, vous voyez, je vais utiliser par exemple maintenant des boutons d'or. Voilà, les boutons d'or. Alors 2 solutions, soit vous les travaillez fleurs entières comme ça, toujours avec la précaution d'enlever les tiges, voilà, soit de les travailler en pétales. Alors, de façon très délicate, vous allez tirer sur le pétale pour la voir entière. Et on les retourne, voilà. Ici, je fais la même chose. Si vous voulez, j'essaye de construire de façon assez dégradée ma présentation. Donc, avec une fleur centrale et puis des fleurs intermédiaires. Alors là, attention, si vous voulez garder le tissu, essayez de remettre à peu près au même endroit pour les fleurs que vous remettez. Hein, voilà. Alors des fois, vous voyez ce qui se passe, c'est que quand on place le tissu, ces petits pétales très légers peuvent se décaler. Donc vérifiez bien l'emplacement avant de poser définitivement votre tissu. Et pour le coup, vous travaillez que partie après partie. Voilà. Vous voyez, mon petit pétale de bouton d'or s'est imprimé. Là, je vais travailler. Hop. Je vais retravailler mes fleurs ici. Alors, j'essaie de les sentir un peu pour le tissu, le positif. Voilà, donc à chaque fois
tout doucement, vous allez faire rouler les restes de la fleur. Voilà. Alors attention, parce que quand on enlève ça, il y a encore du jus dedans. Donc si vous roulez complètement, vous risquez de tacher votre tissu. Donc vous roulez et vous pouvez aussi souffler. Voilà, aussi également. Alors, il me reste les 2 petits pétales jaunes pour essayer de faire une symétrie. Voilà. Voilà, donc je retire également mes 2 restes de fleurs. Et à partir de là, vous voyez que la construction commence à se faire. Vous voyez, vous avez centré votre tissu, vos fleurs, et donc vous pouvez construire quelque chose de ce style-là. Mais rien ne vous empêche de faire de façon très libre. À partir de là, vous verrez que c'est assez original. Les enfants, n'hésitez pas à laisser parler votre imagination. Hop. Alors ça, c'est une plante d'appartement. Alors regardez, quand vous avez des plants d'appartement avec des dessous de feuilles rouges comme ça, elles sont tout à fait adaptées au tatakizome, quelle que soit la plante. Toujours avec une feuille fraîche, mais surtout avec des pigments forts. Donc moi, ce que je vais faire, vous voyez, je vais en placer 3 pour faire une impression forte au niveau pigment. Donc je place mes 3. J'essaye de voir sur mon tissu. Alors vous voyez, des fois, ce n'est pas forcément facile de tout cadrer. Hein. Voilà, c'est pour ça que celui-ci n'est pas forcément utilisable après. Je mets la bande de tissu. Je frappe mes feuilles. Donc, pour ces feuilles-là, je vais les frapper les unes après les autres. Je ne retire pas entre chaque feuille mon tissu. Elles sont bien placées. Alors, selon l'épaisseur de la feuille, là, elle est un peu plus coriace, si vous voulez. Je suis obligé de taper un peu plus fort et plus longtemps. Avec la précaution qu'une fois que je vois la forme générale de ma feuille qui apparaît, je suis quasiment bon. Il n'y a plus forcément beaucoup à taper. Voilà, la première feuille est faite. La deuxième feuille se dessine, vous voyez. Je sens la troisième feuille ici au bout. Vous pouvez repasser si vous avez un doute sur l'impression. Voilà, mais là je pense que ça suffit. Il n'y a pas forcément besoin de frapper ça. Et là, alors là, c'est un peu le résultat assez bluffant des pigments foncés. C'est que vous voyez que là, on a une reproduction assez fidèle. Alors, je parlais tout à l'heure des coups de marteau. Alors, on peut observer sur les 3 feuilles que j'ai faites que ici, il manque un coup de marteau, tout simplement. Donc, on peut le revoir ici parce que ça manque. Bon, bien évidemment, là, j'ai enlevé mes feuilles. Mais rien ne vous empêche, tant que vos feuilles sont encore collées, de replacer un petit bout de tissu, de taper à l'endroit à peu près où ça manque pour combler la couleur. Je vous conseille quand même de replacer le tissu. C'est pour ça que celui-ci n'est pas forcément celui-là qu'on va garder. Alors vous voyez, c'est des choses qui sont assez intéressantes au niveau couleur. Là, on a travaillé des couleurs douces, des couleurs chaudes. Je n'ai pas mis de vert pour l'instant. Donc, on va s'atteler à mettre du vert. Alors, là, par exemple, j'ai une fougère d'appartement. Dans les fougères, pour que ça marche vraiment, il faut que vos fougères soient jeunes et pleines de sève. Les vieilles fougères qu'on a chez nous en automne, voilà, ça ne marche pas du tout. Par contre, de la fougère aigle, des fougères qui vont venir au mois de mai ou juin,
qui sont pleines de sève, ça marche bien. Donc, je vais en prendre une partie. Alors là, c'est quelque chose qui est assez délicat, qui va compléter, si vous voulez, le tableau végétal. Donc, je vais essayer de les placer de façon judicieuse pour faire quelque chose de cohérent. Vous voyez, on pourrait par exemple imaginer deux frondes de fougères comme ça. Alors, faites attention que vous n'ayez pas de grosses taches sur votre tissu de frappe, parce que là, ça va être un peu embêtant. Je vais choisir par exemple ce côté-là, voilà, tout simplement. Voilà. Et donc, du coup, je sens mes fougères. Alors, les fougères sont peut-être un peu plus techniquement difficiles. Il faut taper un peu plus fort. Alors, moi, je vous conseille de commencer toujours par la nervure centrale. Ça vous redonne la position de votre fronde de fougère. Alors, vous voyez que la fronde de fougère, elle a du mal à s'imprimer. Alors, ce n'est pas forcément une catastrophe parce que ça va faire quelque chose de très léger qui est imprimé de façon aléatoire. Je sens ma deuxième au niveau de la nervure, même opération. J'ai marqué ma nervure centrale. Je fais les côtés. Voilà. Donc, on va regarder ensemble ce que ça va donner. Alors, le résultat est quand même fort sympathique parce qu'on voit qu'on a une impression végétale très fine. On l'a presque sur les deux côtés. Vous voyez, ça c'est mon négatif, le positif étant là. Vous voyez, donc on a quelque chose qui est très léger. Donc vous voyez, ça apporte aussi une touche de légèreté. Mais souvent, avec des fougères du printemps de votre jardin, ça marchera encore mieux au niveau de la fougère. Tout simplement. Question. Oui. Les pigments sèchent-ils tout de suite ou bien faut-il éviter de frotter les emprunts? Alors, ça dépend des plantes. Par exemple, là, j'ai peu de sève sur mes fougères, donc vous pouvez tranquillement enlever ça. Alors moi, je vous conseille quand même de les enlever tant que c'est frais, parce que ça risque de coller fortement une fois que c'est sec. Voilà. Donc moi, je conseille quand même d'enlever, avec la petite précaution, dans les couleurs là ou là, de ne pas faire rouler le reste de pensée qui peut marquer, tacher votre tissu. Donc on y va tout doucement, mais moi je vous conseille de l'enlever dans les minutes qui suivent l'impression de votre feuille. Alors on va continuer notre parcours de fleurs. Alors là je vais utiliser par exemple d'autres pensées, parce que c'est vraiment les fleurs du moment. Hein. Donc des pensées qui sont, vous voyez, également assez foncées. Voilà, c'est une petite pensée. Moi, je vous conseille quand même des fleurs de taille moyenne. Les grosses fleurs, c'est toujours compliqué à imprimer. Bien souvent, on n'imprime pas de façon fidèle les grosses fleurs. Donc là, je vais continuer mon tableau végétal et je replace de façon très symétrique, voilà, une fleur. Donc je reprends mon tissu, je frappe la pensée. Voilà, vous voyez, je n'ai pas besoin de frapper longtemps ni trop fort. Donc là, je fais rouler, regardez, vraiment comme un tissu. Je roule ma pensée qui a été aplatie, je l'enlève. Et là, on a un résultat qui est assez fantastique. Donc j'utilise une autre partie de mon tissu.
Même opération, je retire mon tissu de frappe, je roule ma pensée, et à partir de là, nous avons le même résultat. Alors, il faut prendre son temps dans la construction de votre planche de Tatakizome, vous voyez, pour réfléchir aux endroits où il reste du vide, à l'organisation de vos fleurs que vous avez, tout en sachant que moi, ce que je vous conseille quand même, c'est de prendre uniquement le strict nécessaire de vos fleurs, parce que bien souvent, les fleurs qui restent, on ne peut plus les mettre dans un vase, tout simplement parce qu'elles sont un peu fanées. Alors, vous pouvez mettre chaque type de fleur dans un petit récipient, un petit vase, et ça vous permet de travailler le Tatakizome sur une journée ou deux, puisque les fleurs dans un vase vont résister, vont tenir, si vous voulez. Donc, à partir de là, ça vous évite de faire plusieurs cueillettes. Vous faites une cueillette centralisée pour 2 ou 3 ateliers. Comme ça, vous-même, vos enfants, vos petits-enfants, quand ils viennent, eh bien, peuvent, sans passer par la case récolte, qui est fort sympathique au demeurant, hein, vous pouvez tout de suite attaquer le Tatakizome. Encore une question. Est-ce que cette impression fonctionne sur du papier canson par exemple? Alors, d'expérience, ça fonctionne sur des papiers qui sont très poreux. Il faut du papier qui n'est pas lisse, un grain très fin. Par exemple, du papier aussi, qu'on utilise des papiers canson spéciaux, blancs, mais qui ne sont pas lisses complètement. Donc il faut vraiment du papier rugueux. Bien évidemment, pas des papiers glacés. Ça, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Alors après, au niveau d'une impression sur papier, ça dépendra des plantes. Donc faites un essai sur un petit morceau des papiers que vous avez, par exemple, avant d'acheter du papier canson. Sachez qu'il faut du canson qui absorbe. Alors peut-être des cansons qu'on travaille pour de l'encre chine, par exemple, des papiers vraiment spéciaux. Ça peut être une solution. Nous ne l'avons pas exploré, ce sera peut-être le but d'une prochaine présentation, mais vous pouvez essayer. Alors vous voyez, là j'ai utilisé tout simplement aussi une fleur du moment, qui est la narcisse. Alors simplement, vous voyez, regardez, j'ai pris quelque chose d'assez fin, assez discret. Je n'ai pas pris la grosse jonquille des Vosges, qui pourrait peut-être éventuellement être utilisée, mais le narcisse est bien plus fin et on a des jolis pétales. Alors par contre, là, je vous conseille de détacher les pétales. Si j'écrasais le narcisse complètement comme ça, il faut vraiment essayer parce que je ne suis pas sûr qu'on ait un résultat assez intéressant. Moi, ce que j'ai fait comme une pluie de pétales qui tombe entre les deux feuilles. Je me remets mon tissu de frappe. Voilà. Et je vais frapper ma ligne. Donc on voit quand même un petit peu. Là, je vérifie parce que vous voyez où j'en suis. Donc je mets mon doigt comme repère. Attention, il ne faut pas se taper dessus, hein. Je vérifie sans rien enlever. Voilà. Ça me paraît correct, on l'enlève. Vous, si ça vous paraît encore pas assez imprimé, vous pouvez les enlever. Donc moi, ça me paraît assez imprimé de façon assez importante. Voilà. Donc je fais rouler, vous voyez, avec mon doigt tout doucement. Voilà. Et je retire. Voilà. Alors c'est vraiment un atelier qui est adapté aux enfants parce que les enfants ont des petits doigts. Donc pour faire du travail un peu fin, ça permet quand même de faire quelque chose comme ça d'assez original. Alors vous voyez que dans la présentation qu'on fait ensemble, eh bien il manque un peu de vert. Donc moi je vais vous proposer à chaque angle, vous voyez, une feuille de consoude. Voilà. Donc la feuille de consoude, on vérifie. Voilà, on va la mettre comme ça. Donc j'ai mis la face inférieure dessus. On fait un essai.
Et alors, c'est les feuilles les plus tendres, celles que vous avez au centre de la plante. Alors là, il faut y aller doucement parce que vous voyez que si vous tapez de trop, vous allez vraiment écraser les tissus. Voilà. Alors vous voyez l'originalité de la chlorophylle quand on va l'écraser. On a souvent du vert qui est la représentation fidèle de la fougère. Ici, vous voyez la feuille de consoude. Eh bien, pourquoi ça fait ça? Parce que la feuille de consoude est bourrée d'éléments reminéralisants. Donc on a des minéraux, on a sans doute du fer dans la feuille de consoude, et le fer, une fois qu'on l'écrase et qu'il s'oxyde, il devient un peu brun. Donc la feuille de consoude, vous n'aurez jamais un résultat vert, mais c'est assez intéressant à travailler si on veut faire des compositions un peu originales. Donc deuxième feuille, je vérifie, ça me convient, pas de souci, je roule ma feuille. Le mieux, c'est de rouler et de rester sur l'impression pour ne pas faire de taches. Voilà. Alors vous voyez, là, il manque un petit peu. Ça peut donner aussi un effet un peu intéressant, hein. On n'est pas obligé vraiment de réimprimer la totalité si on oublie un coup de marteau, hein. Donc troisième feuille. Alors vous voyez la limite de la frappe, c'est quand votre plante commence à partir en morceaux comme ça. À un moment donné, si vous continuez à frapper plus fort, vous risquez d'imprimer la feuille dans le tissu et ça va être compliqué à enlever. Les morceaux vont être vraiment très très compliqués. Ma dernière feuille pour faire un certain équilibre de ma présentation. Voilà. Voilà, donc ma dernière feuille qui va terminer les 4 feuilles de consoude. Alors vous pouvez utiliser tout simplement un petit peu l'ongle quand vous avez imprimé de façon trop importante, hein, vous voyez. Alors vous voyez là, je pense qu'on n'est quand même pas trop mal au niveau du remplissage. Après, rien ne vous empêche de continuer une ou deux fleurs. Vous voyez, par exemple, ici, on pourrait mettre une fleur. Moi, je vais mettre une fleur d'impatience. Alors, la fleur d'impatience, moi, je la travaille entière. Je la travaille entière. Je la retourne comme ça. Je sectionne la tige et je la retourne. Alors là, il faut vraiment la retourner parce que vous voyez que la fleur d'impatience n'a que du pigment coloré que sur la face supérieure. Donc ici, je la mets de façon centrale. Voilà. Je vais la frapper. Avec modération, hein, c'est une fleur très fragile. Donc plus la fleur est fragile au départ, plus la frappe doit être douce. Vous devez l'entendre à l'écran parce que vous voyez que ma frappe fait beaucoup moins de bruit qu'une frappe de fougère. Encore une question. Oui. Les superpositions sont-elles possibles? Oui, les superpositions sont possibles. Alors là, c'est vraiment des choses que je vous conseille d'explorer. Par exemple, sur cette fleur d'impatience, on pourrait mettre une autre fleur qui peut être vraiment d'une autre couleur, par exemple. Le jaune, je ne suis pas sûr que ça résiste bien, voilà, mais ça peut être des choses qui sont effectivement à explorer. Donc des fois, vous n'avez pas des bons résultats, ça ne donne rien, les couleurs se mélangent et le résultat n'est pas fameux, mais des fois, vous avez des choses qui sont fort intéressantes. Voilà, bah écoutez, ma présentation, je pense qu'elle est assez complète, hein.
après tout le loisir de vos idées créatives pour la position des fleurs, l'enchaînement de vos plantes n'appartient qu'à vous. Moi, j'ai essayé de vous donner la technique de base, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment sympathique. Alors, il reste une dernière étape, c'est l'étape de la conservation de ces tissus. Alors, moi, je vais vous montrer un tissu que j'ai travaillé il y a 2 ans. Avant la pandémie, on avait fait un atelier et la bande de tissu que je vous présente là, c'est des fleurs qui ont été imprimées il y a 2 ans et qui n'ont subi aucun traitement. Alors vous voyez là, j'ai travaillé vraiment recto verso, c'est-à-dire que j'ai plié simplement mon tissu en deux, j'avais mis une feuille par là, j'ai tapé et j'ai fait du recto verso direct, vous voyez. Mais le recto verso direct marche vraiment qu'avec des fleurs et des feuilles qui ont vraiment beaucoup de sève. Donc là, on a le dessus, là, on a le dessous, voilà. Alors, si vous voulez les conserver comme ça, vous pouvez. Sachez que vous ne pouvez pas les laver et moi, je vous conseille de ne pas les mettre à la lumière du soleil ou de la lune si, par exemple, on pouvait faire un encadrement, hein, les cadres. Mais ça résiste bien, vous voyez, 2 ans sans traitement, sans lavage, ça résiste bien. Si vous voulez les laver, il y a une possibilité, vous allez utiliser ce qu'on appelle un fixateur de couleur. Et le fixateur de couleur qui va bien, c'est la poudre d'Alain, la poudre de Pierre d'Alain. Alors, nous, on l'a acheté en pharmacie, tout simplement parce qu'il est réduit en poudre. Alors, il est réduit en poudre de façon très homogène. Le problème, si vous avez un petit bout de Pierre d'Alain qui est cassé pour le réduire en poudre et qui fonde dans l'eau, c'est compliqué. Vous pouvez acheter ça, je pense, sur Internet aussi, hein, ça doit se trouver, poudre d'Alain. Donc, c'est une poudre blanche, vous voyez. Et la quantité, vous allez mettre une cuillère à soupe pour 1 litre d'eau dans un petit pulvérisateur. Donc, vous délayez de façon assez homogène la poudre. Vous utilisez un tout petit pulvérisateur comme vos plantes. Hein. Vous mettez 1 litre d'eau ou 1 demi-litre, hein, donc vous mettez la moitié d'une cuillère à soupe. Et vous allez pulvériser comme ça votre œuvre et la pierre d'Alain va fixer les couleurs. Alors attention, quand on dit fixer les couleurs, vous ne pouvez pas le passer à 90 degrés avec une lessive agressive, j'allais dire chimique. Hein. Si vous voulez les laver, c'est un lavage à la main avec un savon de Marseille ou une poudre à laver d'origine naturelle. Hein. Rien de chimique, bien évidemment, puisque dès le départ, vous avez des pigments naturels de couleur qui sont assez sensibles à ça. Donc ça permet cette fixation de couleur. Et puis, pour aller un petit peu plus loin dans la démarche, si vous voulez changer de couleur toutes vos plantes, il y a une solution qui existe aussi, c'est que quand vous faites votre préparation à base de pierre d'Alain, vous rajoutez 1 cuillère à soupe de sulfate de fer. Alors le sulfate de fer, c'est un produit qu'on trouve en jardinerie, qui coûte rien du tout. Hein, c'est pour enlever la mousse dans le gazon en fait, en jardin. Donc vous en prenez 1 cuillère à soupe dans le même litre d'eau que notre pierre d'Alain, vous mélangez le tout, et là vous allez asperger votre tissu, vous ne le plongez pas, vous allez l'asperger de produit, et là, quasiment instantanément, vous allez voir toutes vos couleurs changer. Et elles vont changer et elles vont aller vers le brun et l'ocre et le noir. Donc, c'est aussi une possibilité pour faire des présentations qui sont un peu vintage. Donc, on a l'impression d'avoir un parchemin et qu'on a retrouvé des impressions végétales datant des Égyptiens dans une pyramide. Donc, du coup, vous voyez que là, on sort un petit peu de la simple présentation végétale. Et moi, je vous conseille d'essayer parce que ça vaut vraiment le coup et ça donne un résultat complètement différent. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant à faire, surtout si vous travaillez entre adultes et vous voulez faire quelque chose de plus abouti. Et pour le coup, là, avec le sulfate de fer et la pierre d'Alain, c'est des tissus qui vont durer de façon permanente au niveau des couleurs. Alors, sachez que quand on utilise du sulfate de fer sur le tissu, il va jaunir également. Il va devenir un peu comme une cartoline qui est restée au soleil pendant des années. Donc, ça donne un effet vieilli à l'ensemble de votre œuvre. Donc, 2 solutions. Soit vous les laissez comme ça, naturels,
surtout si on travaille avec les enfants, pas de produit, hein, bien évidemment. Ça peut être encadré pour mettre dans une chambre, en dehors des lumières du soleil et de la lune, ça tient très bien, il n'y a pas de souci. Deuxième possibilité, vous ne passez qu'un fixateur de couleurs, une cuillère à soupe pour 1 litre d'eau. Ça fixe simplement les couleurs, ça vous permettra de laver votre tissu quand même de temps en temps. Et troisième solution, poudre d'Alain plus sulfate de fer pour avoir un résultat abouti. Donc vous voyez, plusieurs solutions avec le même produit à la base. Voilà, mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de la question. Si vous en avez, vous, des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On essaye d'y répondre de façon assez précise. Comme je le disais tout à l'heure, cette petite vidéo est disponible pendant 30 jours sur notre site Facebook. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre, hein, parce qu'il y a encore d'autres aventures qui arrivent, hein, des cours de jardinage, dont vendredi, on se retrouvera ensemble, vendredi à 13 h. Sur le cours du jardinage, je rempote mes tomates, hein, puisqu'on a eu les premières étapes, semis, repiquer. Et la dernière étape avant la plantation dans le jardin, c'est le rempotage de nos tomates. Alors, je vous souhaite un bel après-midi, un bel atelier, hein, du coup. Hein, allez-y, profitez-en. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.